Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire co-organisé par la Chambre de commerce et puis l'OICO. On est très heureux de vous avoir nombreux. Nous avons plus de 80 inscrits pour ce webinaire. Donc tous les participants, les intervenants se réjouissent beaucoup d'échanger avec vous. On veut que ça soit hyper participatif et pour ça, on aimerait d'abord que Alexandra Harris, la représentante de la directrice communication à la Chambre de commerce, nous dise quelques mots d'introduction pour démarrer ce séminaire. Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. La CCIG est très heureuse d'avoir pu organiser cette série de webinaires avec l'OICO. Pour les membres parmi vous, vous savez que notre slogan, le slogan de la Chambre de commerce, c'est « Assurer une économie forte ». Eh bien, évidemment que par les temps qui courent, c'est une mission qui est particulièrement difficile, même pour une institution qui vient de fêter ses 155 ans d'existence. Nous croyons vraiment que par des séminaires, même brefs, comme celui d'aujourd'hui et les prochains, c'est une manière de vous aider un petit peu au quotidien à surmonter les difficultés. Voilà, je vous souhaite de bien profiter. Vous aurez tout à l'heure des instructions pour poser les questions et le traitement qu'on y réservera. Lâchez-vous sur les questions, les conférenciers se lâcheront sur les réponses dans l'optique de vous apporter un maximum d'informations et d'aide. Voilà, merci beaucoup, merci Alexandra pour tes bons mots. Puis on te retrouve tout à l'heure, Alexandra, puisque c'est toi qui animera la table ronde en fin de webinaire. Voilà, alors pour que ce webinaire se passe dans des bonnes conditions, on vous a mis quelques bonnes pratiques ici. Donc, vous avez vu que vous avez un onglet Q&A, questions et réponses. Donc c'est là que vous devez poser vos questions et que les conférenciers vous répondront alors, dans la mesure de leur possibilité et du temps à disposition, évidemment en direct. Donc l'objectif, c'est que, évidemment, quand le conférencier il parle, c'est difficile pour lui répondre en direct, mais du moment qu'il a fini sa présentation et puis qu'une autre présentation a démarré, eh bien, vous pouvez commencer à poser des questions. Vous pouvez les poser en mettant le nom d'un conférencier d'abord ou simplement les poser librement à tout le monde et répondra le conférencier, le spécialiste qui voudra. Voilà, vous verrez ensuite, vous aurez ensuite dans un deuxième temps la synthèse de ces questions et réponses qui vous sera transmis par email. En termes de bonnes pratiques encore, vous avez la possibilité de lever la main. L'outil de webinaire vous donne la possibilité de lever la main si vous voulez poser une question. Ça sera pendant la phase de table ronde, donc en fin de webinaire. L'objectif étant qu'on puisse traiter un maximum de questions, évidemment, par la logique du Q&A, et puis qu'à la fin, on ait une logique plus interactive avec des personnes d'assistance qui posent des questions. Vu qu'on est 80 personnes, l'idée, c'est que pour que ça soit un petit peu organisé, c'est que vous levez la main, qu'on vous donne accès à parler. En fait, vous allez voir que vous allez pouvoir du coup activer votre micro, vous devez encore l'activer qu'on vous donne la possibilité, et ensuite vous pourrez parler. La présentation vous sera envoyée et puis il y aura également un replay de tout le webinaire qui sera également disponible. On mettra tout ça dans l'email qui vous sera transmis à la fin du webinaire. Voilà, pour le déroulement de l'événement, alors on a choisi de le faire en 4 phases, avec d'abord 3 interventions. Je commencerai, alors non pas parce que je vais me mettre en avant, puisque c'est moi qui fait le maître de cérémonie, mais parce que l'agilité organisationnelle, ça nous semblait logique de le mettre en premier. Donc l'OICO parlera en premier sur l'agilité organisationnelle, Coca et notre ami Johan Debler enchaînera sur l'agilité opérationnelle, Anne-Sophie d'Aprotech sur l'agilité de circonstances. Vous allez voir que là, on est dans une logique où la crise a poussé à l'agilité. On n'était pas forcément prêt à ça avant. Et donc, du coup, évidemment, ça emmanchera la discussion de la table ronde sur l'agilité, à quoi elle sert dans une crise telle qu'on est en train de la vivre. Et puis, qu'est-ce que surtout on peut garder après la crise. En termes d'intervenants, nous avons vraiment la chance aujourd'hui de m'accueillir. Moi, c'est super. J'ai la chance de m'accueillir tout seul. Donc voilà, donc Christophe, vraiment, je suis un des cofondateurs de l'OICO. Ensuite, on a Johan Debler, qui est un des cofondateurs également de Coca, qui est responsable de toute la partie produit. Il se présentera après, mais on est super content, Johan, de t'avoir avec nous et que tu nous présentes l'agilité opérationnelle chez Coca, qui est évidemment un des maîtres en Suisse en la matière. Et puis Anne-Sophie Dunon-Blaisy, patronne d'Aprotech, qui nous donnera un petit peu le côté terrain, le côté pratique, et comment une organisation qui n'était pas forcément prête pour vivre une crise comme ça, a pu rapidement s'organiser pour pouvoir continuer à servir le mieux possible ses clients, et qu'est-ce qu'elle a appris en termes d'agilité dans cette crise.
Voilà, donc on vous a préparé vraiment un panel d'intervenants hyper sympa. On attend vos questions sur le Q&A. On se réjouit vraiment de passer ce moment avec vous. Et puis, tout de suite, sans plus attendre, on va démarrer avec la première partie de ce webinaire, avec la courte présentation de Loïco. Donc, chaque intervenant a au maximum 7 à 10 minutes. Donc, vous voyez que ça sera quelque chose de très, très nerveux. Tout le fait qu'on ne va pas prendre vos questions tout de suite et qu'on le prendra après ou, comme on l'a déjà dit, pendant que nous donnons le séminaire. Donc, Loïco, voilà, vous avez lu, je n'ai pas tellement besoin de dire qui l'on est, ce que l'on fait. Peut-être ce que l'on fait, c'est que Loïco, c'est un one-stop shop, comme on dit chez nous, pour l'externalisation des fonctions de support. Donc, Loïco sous-traite les RH, les finances, les assurances, la gestion des risques, le marketing. On a un peu un mix entre une fiduciaire, un courtier d'assurance, une agence marketing, un consultant RH, etc. etc. La particularité étant qu'on le fait tout sous une seule marque et avec une seule équipe. Et puis, Loïco, on voulait vous parler d'agilité organisationnelle. D'abord, qu'est-ce que l'agilité organisationnelle? Donc voilà une des définitions qu'on peut trouver. Donc la capacité d'une organisation d'être flexible et innovante afin de s'adapter rapidement aux changements qui surviennent dans son environnement. L'environnement, et je crois que ce qui est en train de nous arriver est un exemple vraiment hyper marquant, est de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu, le fameux monde VICA dans lequel on vit. Et je crois que s'il y a une chose que j'aimerais vous laisser pour ces quelques minutes que j'ai, c'est qu'on n'a pas le choix de l'agilité organisationnelle. Le monde dans lequel on vit fait que si vous n'avez pas des gens qui peuvent prendre des décisions plus près du terrain, vous serez toujours en retard. Vous serez toujours inefficient dans la prise de décision et surtout, et ça c'est la deuxième partie de l'évolution de ce monde que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que les individus, les collaborateurs, chez nous on les appelle les loïcomètres, ils ont changé. Ils ont besoin d'être actifs, ils ont besoin d'être autonomes, ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Et les collaborateurs qu'on connaissait il y a 10, 15 ou 20 ans qui étaient tout contents d'être sur un bout de la chaîne de production et puis pas d'en voir la fin. Alors, je pense forcément qu'ils étaient contents, mais peut-être qu'ils sentaient moins le besoin d'avoir cette logique de sentir le rapport au collectif. Ceux-là, ils disparaissent de plus en plus et les nouvelles générations ont besoin vraiment de sentir qu'est-ce qu'ils apportent, de sentir qu'ils sont vraiment un maillon de cette chaîne, de cette belle chaîne qu'est l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de vous dire dans les quelques minutes que j'ai? C'est d'abord essayer de vous donner rapidement la différence entre agilité organisationnelle et agilité opérationnelle, puisque c'est notre ami Johan qui va traiter l'agilité opérationnelle. L'agilité opérationnelle, c'est surtout l'agilité dans la gestion de projet, l'agilité dans la gestion de nos clients, l'agilité dans la mise rapide sur le marché d'un produit, alors que l'agilité organisationnelle, c'est la structuration agile de toute la gouvernance, de comment est-ce que les décisions se prennent, des décisions qui concernent toute l'organisation, comment est-ce que les fonctions de support d'organisation, RH, finance, etc., s'organisent. Et c'est en ça, je crois, que Loïco a mis en place un modèle particulier et intéressant. On n'est pas hyper bon aujourd'hui en termes d'agilité opérationnelle, j'ai aucun problème de le dire, c'est pour ça que chaque fois qu'on doit en parler, je me tourne vers nos amis de Coca, et puis Coca nous dira qu'ils sont meilleurs en agilité opérationnelle qu'organisationnelle. Donc voilà, entre Loïco et Coca, on va essayer de vous donner la meilleure vision possible de ce qu'on considère être une bonne pratique de l'agilité dans les organisations aujourd'hui. Je vais dérouler ma présentation en 3 axes. D'abord, parler de confiance. C'est quelque chose qui manque dans les organisations et que ces nouveaux modèles, en tout cas notre modèle, veut vraiment mettre en avant comme un concept clé. Ensuite, la coordination par la structure plutôt que par la hiérarchie et la digitalisation. Voilà, ces 3 étapes, les 3 composantes de cette agilité organisationnelle. C'est difficile à dire, ça me suis claqué la langue 3 fois déjà, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, sur cette question de confiance au cœur du modèle, alors je ne vais pas vous lire en détail ce que j'ai mis ici à gauche, je vous laisserai le lire, mais ce que je trouve assez intéressant quand même, c'est que tous les modèles de management qu'on connaît et qu'on a tous appris dans les écoles de gestion, pour ceux qui ont eu la malchance d'en faire comme moi, c'est que finalement, les collaborateurs étaient des gens plutôt mauvais, qui avaient plutôt envie de snacker le système, et du coup qu'il fallait mettre en place tout un modèle pour contrecarrer ce fait. Et donc en fait c'est assez aberrant parce que on a la plupart des organisations qui ont mis en place un modèle pour contrecarrer peut-être les 1, 2, 3% de collaborateurs qui trichent ou qui n'ont pas envie de faire juste. Alors tout ça évidemment ça coûte, tout ça c'est des structures, c'est des processus qui sont démotivants pour les gens parce que les gens détestent le contrôle, c'est des postes de management qui ne sont pas évidents à tenir parce qu'on est des dirigeants, chefs contrôlants et en finalité on voit que ça génère peu de performance et surtout que ça en générera de moins en moins avec les nouvelles générations.
J'ai toujours été aussi assez choqué et je le dis souvent dans mes conférences, mais que l'entreprise, c'est le dernier endroit après les jupes de votre mère ou les pantalons de votre père où on vous dit à quelle heure vous devez arriver et comment vous devez vous habiller, quoi. Et c'est vrai qu'en infantilisant les gens, bah, on en fait des enfants, justement. Et donc, après, bah, peut-être que vu qu'on en a fait des enfants, bah, faut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts et de temps à contrôler tout ce beau monde. Donc voilà, mon autre pari à Loico et à beaucoup d'autres organisations agiles, c'est de faire le pari de la confiance, de prendre, de faire le pari simplement que les gens vont faire juste si on les met dans les bonnes conditions, si les conditions de cadre sont bonnes, si la transparence en termes d'information est là, et évidemment si on leur donne vraiment le pouvoir, pas quelque chose qui soit fake, qui soit factice, mais un vrai pouvoir confié au rôle. Et ça, je vais en parler un petit peu avec notre modèle Loicocratie dans les minutes qui suivent. Alors voilà, vous l'avez lu à droite, donc chez Eco depuis le début, hein, donc on a été créé en 2013, donc c'est une organisation assez récente, mais depuis le début on n'a pas d'horaire de travail, on n'a pas de lieu obligatoire de travail, donc les gens peuvent travailler 100% du temps à la maison s'ils le souhaitent depuis le début, ce qui vous concéderait est assez utile dans la phase que l'on connaît aujourd'hui. Pas de dress code, pas d'objectif non plus, on considère que les objectifs doivent émaner des équipes et des gens, et en fait ce qui est intéressant plutôt que l'objectif c'est l'indicateur. Et là, juste quelques mots sur l'objectif, parce que c'est quelque chose moi qui me passionne, mais je pense que toute la question du feedback est quelque chose qui est complètement mort. Il faut arrêter de donner des feedbacks. Il y a une super étude qui a été faite, je pourrais vous la transmettre si vous le voulez, si vous me posez la question dans le Q&A, mais un excellent article de Harvard Business Review il y a de ça 2 mois qui disait, en fait, le feedback ne sert à rien parce que ça veut dire ce que vous mettez dans les baskets d'une personne et vous avez donné un feedback, donc un miroir de ce qu'elle fait avec votre perception, votre façon de voir les choses, votre culture, vos valeurs, etc. Alors que le mieux, c'est simplement de donner la possibilité aux gens d'avoir des KPIs qui définissent eux-mêmes et de les aider à suivre ces KPIs et régulièrement faire le point avec eux sur ceux-ci. Si les KPIs ne sont pas suffisamment bons, c'est d'aider la personne en vrai catalyseur à les atteindre. Et puis s'ils sont bons, là, être le bon leader qui souligne les bonnes performances et puis qui tape dans le dos. Et ça, c'est hyper important, évidemment. Donc, en ce sens-là, oui, du feedback, mais pas le feedback tel qu'on l'entend en jugeant une personne avec des armes en général qu'on n'a pas. Et puis, chez Wacom, on n'a pas de vendeur non plus. Et j'aime bien dire qu'on est une entreprise qui a cru jusqu'à 14 millions de chiffre d'affaires sans aucun vendeur. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît à dire. On croit relativement peu à la vente parce qu'on pense simplement que si on a des gens très impliqués dans l'organisation, si on en fait des entrepreneurs, ils vendront l'entreprise d'eux-mêmes. Et donc, vous aurez 100 entrepreneurs et pas 100 collaborateurs. Et tout le monde sait ici, en tout cas ceux qui ont créé une boîte, que les meilleurs vendeurs sont les entrepreneurs dans une entreprise. Et évidemment, pas de chef. Voilà. Et là, on va y venir sur cette question de structuration de l'organisation. Alors, comme certains peut-être le savent, Loico a fait le choix de la loicocratie il y a de ça maintenant 2 ans. On a, oui, 2 ans au mois de mai, donc c'était au mois de mai 2018. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on a poussé l'agilité organisationnelle jusqu'à la suppression de la hiérarchie, puisqu'à la loicocratie, en tout cas, l'élément le plus marquant, c'était la suppression de la hiérarchie. C'est que finalement, on s'est rendu compte avec les cofondateurs que quand on a créé l'organisation, on avait plein de gens qui tiraient à la même corde. On était au début 2, avec Greg qui nous suit là, qui est là. Après, on était 6, après, on était 8. Et puis, quand vous avez une petite équipe, vous avez tout le monde qui tire à la même corde parce que le pouvoir est dans les mains de tout le monde. Pourquoi le pouvoir est dans les mains de tout le monde? Parce que si un CEO il est assis à côté de vous, puis vous dites ah mais j'ai une super idée, on pourrait faire, et puis le CEO dit ah on fait, puis du coup vous faites. Et en fait ça, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup d'agilité dans les PME de moins de 10 personnes. En tout cas c'est ma perception pour en discuter sur la table ronde. C'est parce qu'en fait le pouvoir est intrinsèquement un peu dans les mains de tout le monde parce que la décision est très proche, elle est proche de vous. Et puis en fait, ce qui se passe quand vous commencez à grandir, pour vous coordonner, vous allez faire quoi? Vous allez créer des échelons hiérarchiques, des strates qui va vraiment mathématiquement, physiquement, éloigner les gens du pouvoir. Et donc, nous, on a senti ça chez Loico, on a senti qu'en éloignant les gens du pouvoir, donc avec la croissance, on était 20, 30, 40, 50, 60 collaborateurs, on est 100 aujourd'hui, on a commencé à vivre des comportements un peu traditionnels d'entreprise que nous avons pu voir vivre dans une vie antérieure, avec des gens qui commençaient à se plaindre, qui disaient ouais, mais bon, je ne suis pas très content de ça, pas très content de cette décision. À un moment donné, on a dit non, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que les gens soient acteurs de leur vie chez Loico, et donc on a voulu redonner le pouvoir aux collaborateurs. Et donc, on a mis en place cette loicocratie il y a de ça 2 ans, avec des règles de base qui sont édictées au sein d'une constitution. Donc, formellement, quand la direction a abdiqué, elle a abdiqué
au profit en fait d'un texte qui est le même pour toutes et tous, comme la Constitution fédérale est la même pour un conseiller fédéral que comme un simple Pékin. C'est la même chose en leucocratie, donc il y a un ensemble de règles. Autorité de rôle plutôt qu'hiérarchie. Si vous avez le rôle, vous pouvez décider. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc il y a une autorité qui est matérialisée dans un rôle, mais par contre, ce n'est pas lié à un échelon hiérarchique. Support et opération, c'est qu'on a voulu structurer chacune de nos équipes opérationnelles avec des rôles support, qu'on appelle support chez nous, donc RH, finance, etc., qui sont en fait la division des rôles traditionnels d'un chef. Donc en fait, on a pris un chef, enfin le rôle d'un chef, on l'a découpé en 10 rôles qu'on appelait support, et puis on l'a simplement dispersé dans les équipes opérations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les équipes opérations, vous avez quelqu'un qui a le rôle, par exemple, talent, et donc qui a l'autorité sur le recrutement. Donc, mais il n'est pas chef, mais par contre, sur ce rôle-là, il a l'autorité. On a des coordinateurs qui sont des vrais leaders plutôt que des chefs. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vu qu'on a distribué les 10 rôles du chef, ben, eux, ils n'ont plus que, entre guillemets, le fait de faire tendre vers la raison d'être. Ils n'ont plus que le rôle aussi d'attribution des rôles. Et puis, on a vraiment essayé de pousser un maximum l'information. Aujourd'hui, chez Loico, il n'y a pas d'information cachée et tout est structuré sur une plateforme de partage de connaissances. Et la stratégie, elle, grâce aussi à l'information qui est là, qui est vivante, eh bien, elle est créée par toutes les équipes en mode un peu nuée d'oiseau. Ça veut dire que chaque équipe définit où elle veut aller, puis communique à l'autre, et donc l'autre équipe va devoir un petit peu s'adapter. Et donc, on n'a pas un top-down de la définition de la stratégie, mais vraiment quelque chose qui est beaucoup plus bottom-up. Voilà pour la leucocratie. On a un organigramme du coup qui ressemble à ça, hein, donc quelque chose évidemment de très très déstructuré comme ça, mais très structuré quand même, et beaucoup plus structuré finalement que dans une boîte traditionnelle où l'organigramme, je ne sais pas si vous en avez un, mais souvent il est plus à jour 5 jours après que vous l'ayez défini. Là, on n'a pas le choix de le mettre à jour parce que vu que c'est les rôles qui portent les autorités, si vous ne savez pas qui porte quel rôle, eh bien, vous ne savez pas qui décide pourquoi. Donc, c'est hyper important et tout est explicite dans l'organisation. Là aussi, je pourrais parler de ce magnifique outil, l'outil PeerDom qu'on adore. Nos amis bernois qui l'ont développé. Et là aussi, si vous avez des questions sur PeerDom, je peux tout à fait vous répondre après. Et puis évidemment, le pilier de la digitalisation qui pour nous a été très important. Pourquoi? C'est parce que si vous voulez que les gens prennent le pouvoir, eh bien, il faut leur donner l'information. Et notamment, si vous voulez une information qui soit la plus cohérente en tout temps, eh bien, il faut vous digitaliser un maximum. Et donc, nous, depuis le début, on a effectivement une gestion électronique des documents et des papier, on a une téléphonie qui est virtualisée, on a un outil de communication qui s'appelle Teams, qui est le Slack de Microsoft. Beaucoup d'entre vous le connaissent, qui nous permet maintenant depuis 2 ans de communiquer et de manière hyper efficiente. Toutes les plateformes clients sont en ligne et puis on travaille beaucoup sur les notions de business intelligence et puis d'intelligence artificielle pour optimiser un maximum nos processus. Et ce qu'on s'est rendu compte, et là je vais passer et je vais conclure, c'est que si vous prenez aujourd'hui notre organisation qu'on a voulu agile, donc l'agilité organisationnelle, et vous couplez ça à la digitalisation, pour nous, vous avez les principaux outils pour passer une crise telle qu'on l'a vécue, en tout cas à notre niveau. Alors, on va être assez, sur la question de la crise, on va être vraiment modeste parce qu'on a une chance par rapport à beaucoup de PME, c'est que notre chiffre d'affaires a été relativement peu touché puisque nous avons des contrats avec nos clients qui sont des contrats de durée, en général des durées annuelles ou sur 3 ans. Et donc, si on a 1 ou 2 mois qui tombent, enfin, pour les clients, eux, leur activité diminue, mais la nôtre, pas forcément. On a toujours besoin de gérer des finances, des salaires, des assurances. Donc, en fait, voilà, j'aimerais qu'on soit hyper prudent aussi quand on dit que nous, on a passé la crise assez facilement. On n'a pas eu de baisse de chiffre d'affaires, en tout cas, pas de baisse de chiffre d'affaires marquée. Peut-être certains clients qui avaient des difficultés avec lesquels on a fait des arrangements de paiement, mais ça s'arrête là. Donc, voilà, donc on a passé une crise qui, pour nous, était une mini-crise, mais elle a été une mini-crise, en tout cas de ma perception, parce qu'on avait cette agilité organisationnelle et cette digitalisation qui était en place. Donc aujourd'hui, dans le cas de la crise que nous vivons, les leucomédes, ils restent un peu plus à la maison qu'avant, soit, mais bon, ça ne change pas grand-chose. La communication, elle fonctionne sur Teams de toute manière et elle continue, et nous, on n'a pas vu tellement de changements, donc on a un gros volume d'informations qui s'échangent sur Teams tous les jours, et ça n'a pas changé. J'ai parlé de digitalisation déjà. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait des enquêtes de satisfaction auprès de nos clients, ils ne voient pas la différence. Et ça, c'est quand même assez génial de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on a 100 leucomètres à la maison et le client n'a pas vu la différence. Alors, peut-être que certains qui sont nos clients là, dans l'assistance pourront un petit peu me tacler en disant qu'ils l'ont vu, cette différence. En tout cas, pour l'instant, dans les feedbacks qu'on a reçus, ce n'est pas le cas. On a des rôles autonomes qui continuent de fonctionner, donc les gens ne sont pas perdus en n'ayant plus de chef, du coup, parce qu'il est plus à côté d'eux, parce que de toute façon, ils n'en ont pas, ils sont déjà autonomes. Les décisions continuent de se prendre dans les équipes.
il n'y a pas de chef pour se plaindre d'une perte de contrôle. Moi, j'ai entendu pas mal d'entrepreneurs qui me disaient ouais, mais bon, dans cette phase de crise, c'est cool, tout le monde est à la maison, mais finalement, moi, chef, je peux plus voir mes gens et moi, ça me fout les jetons. Donc voilà. Enfin, et ça, nous, vu qu'on n'en a pas, ben, on n'a en tout cas pas eu ce feedback-là. Mais pitié, réouvrez les crèches et les écoles. Je crois que c'est c'est une problématique, en tout cas, pour nous, c'est la problématique vécue dans le cadre de la crise par l'OICO. C'est que, en fait, ben, on a 21 collaborateurs sur les 100 qui n'ont pas, parce que ça, on le monitore toutes les semaines. On a 20 collaborateurs sur les 100 qui n'ont pas de solution permanente de garde. Et c'est clair que du coup, ben, voilà, ils doivent jongler et ils commencent à être très fatigués, quoi. Voilà, donc je remercie à la personne qui m'a dit que Lara, ma fille, était beaucoup trop chou. Je suis d'accord avec vous. Voilà, puis j'ai passé la parole maintenant à Johan Dobler pour la suite. En vous faisant d'abord un petit résumé. D'abord, l'évolution de l'environnement et de l'humain en agilité organisationnelle inéluctable. On en est persuadé. Donc aujourd'hui, cette démarche d'agilité, il faut la faire, puisque ce n'est pas après la crise du coronavirus qu'on en aura moins besoin. Point 2, il y a finalement peu de risques à faire réellement confiance. La majorité des business dans lesquels on est, on ne sauve pas des vies. Et puis s'il y a une erreur, on la corrigera, on travaillera dessus. Et ce n'est pas avec des chefs, avec des contrôles qu'on enlève toutes les erreurs. Ça, c'est une certitude. Et puis, le troisième point que j'ai oublié d'insérer, c'était surtout pour vous dire que je pense qu'on sortira de cette crise grandi, toutes et tous, parce qu'on a vécu un truc qu'on n'a jamais vécu, et on a testé nos organisations, et on sera plus fort après qu'avant. Par contre, il faut essayer de laisser aller et de faire en sorte qu'on puisse vraiment profiter de toute cette intelligence collective qu'on a en nous, en unleashant, en libérant nos collaborateurs réellement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai un peu exposé mon temps. C'est vrai que les 10 minutes, c'est compliqué. Allez, je passe la parole à Johan qui va cette fois nous parler d'agilité opérationnelle. Johan, on se réjouit vraiment de t'entendre parler. Puis n'oublie pas, hein, c'est moi qui passe les slides, donc tu me fais un petit check et puis je passe la slide pour toi. À toi, Johan, caméra on, et puis the floor is yours. Alors, j'espère que vous m'entendez tous. J'ai Nickel. juste un tout impossible de démarrer la vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Ah ouais, mais parce qu'on voulait pas le voir. Tu t'es pas coiffé aujourd'hui, Johan. Je pense que Ah, c'est c'est ça. ça le truc. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est ça. On va regarder avec la technique si on arrive à te voir. Ah oui, oui, tu as Voilà, pas. Ah, mais voilà, non, mais en plus t'es coiffé, c'est ça je aussi. suis coiffé. Ah, nickel. Ok, Ok, alors à toi, Johan. merci Christophe. Bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être un tout petit mot sur Coca avant de débuter. Donc Coca a aujourd'hui 14 ans. On est à peu près 120 collaborateurs. Il y a 700 000 membres actifs sur la plateforme, sur les différents sites, applications, etc. On avoisine les 90 millions de chiffre d'affaires. Et puis, pour ma part, moi, je suis product owner chez Coca depuis 9 ans, donc je ne suis pas un des membres fondateurs, mais ça fait plaisir que Christophe le pense. Et puis, voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Après, évidemment, on a 7-10 minutes. C'est très, très difficile de vous faire un exemple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avec le Q&A pour nous poser des questions et puis moi, on pourra donner des réponses. Alors, peut-être quelques mots. Avant l'agilité, qu'est-ce qui se passait? En fait, on était beaucoup moins. On avait des roadmaps, on avait des projets, et puis on se disait, OK, on va faire ça cette année. Et puis on se mettait des grandes lignes directrices. En fait, on se rendait compte qu'on cassait en fait tous les plannings, parce qu'en fait, le business va beaucoup trop vite, les priorités, elles changent continuellement, donc c'est très, très compliqué. Ensuite, on a eu aussi une progression en termes de collaborateurs qui était très importante et très rapide aussi. On avait donc plusieurs teams, manque de communication, en fait, c'est un des éléments très importants, manque de communication transversale. Donc, on avait un petit peu, on le voit sur cette slide, un petit peu tous ces paramètres qui nous posaient problème. Donc, on s'est posé la question, c'était surtout lors du lancement d'un nouveau projet, donc quand on a fait la refonte de toutes nos plateformes, que ce soit back-office, que ce soit front, nos applications, etc. Et donc, on a décidé en fait de mettre un système de gestion de projet agile. Donc, comme disait Christophe, il y a vraiment la partie organisationnelle puis la partie opérationnelle. Moi, je vais plus vous parler d'opérationnel aujourd'hui, donc vraiment d'un point de vue projet, quoi. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors là, c'est un petit schéma qui, je trouve, résume assez bien les organisations, comme on en connaît beaucoup. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle, là, c'est vraiment dans l'organisation. Et en fait, nous,
avec la méthodologie de projet qu'on a mise en place, automatiquement, ça a créé aussi des teams et une hiérarchie dans ces teams. Donc, en fait, il est là le problème, c'est qu'en fait, quand on ne sait pas qui a pouvoir sur quoi, qui décide de quoi, qui peut prendre une décision, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut reporter ça à son chef et à son chef et à son chef. Et là, on enlève toute autonomie. L'avantage, en fait, avec la solution qu'on a mise en place, donc qui s'appelle Scrum, c'est que dans les équipes vraiment purement projet, on a vraiment des rôles qui ont été hyper bien établis. On peut seulement passer à la slide d'après. Et là, je trouve que c'est très intéressant quand on voit le schéma, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a mis un nouvel outil donc, qui s'appelle, comme je le disais tout à l'heure, Scrum. Et ce nouvel outil, en fait, c'était pas facile à mettre en place. Hein. Ça nous a pris, je pense, à peu près une année de transition. On a été coachés, on a été formés. Maintenant, tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, surtout dans la partie digitale, sont formés pour pouvoir avoir des rôles dans cette organisation. Qu'est-ce qu'on a pu améliorer? En fait, on a clairement amélioré notre vision, la vision de l'entreprise, parce qu'on a cet avantage avec cet outil en fait, qui pousse en fait, à l'intelligence collective. La transparence, évidemment, vous allez comprendre tout à l'heure, parce que c'est-à-dire qu'on pousse la communication, on pousse la communication, que ce soit projet, mais hors projet. On est devenu beaucoup plus flexible, en fait, clairement. Vous allez comprendre aussi dans la slide juste après. On est beaucoup plus dynamique, on a augmenté notre qualité, donc, et en plus de ça, la gestion de la team au niveau des équipes se fait de manière beaucoup plus efficiente. Tu peux seulement passer à la slide d'après. Et je pense que là, ce sera la slide qui va le plus vous parler. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, en fait, en projet classique, qu'est-ce qu'on fait? En projet classique, on va dire, ah bon, ok, on va faire un cahier des charges. Ce qui est des charges, on va mettre des estimations, mais en fait, votre développeur ou dans n'importe quelle industrie va vous dire « Ah non, mais moi, c'est bon, je vais faire ça en tant de temps. » En fait, il croit savoir, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe parce qu'il y a tellement d'imprévus qui arrivent. Donc, en fait, ce système Scrum, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'avantage en fait, de donner en fait, des cycles. Donc, on travaille sous forme, c'est des sprints, on appelle ça des sprints, qui font entre 2 semaines et 4 semaines. Donc, en fait, on a une vision d'entreprise, on a une vision sur l'année. Mais en fait, en termes de projet, on reste hyper agile. Et du coup, en fait, nos tâches, en fait, le travail qu'on fait, on a une vision seulement sur 2 semaines. Donc, nous, on a choisi un cycle de 2 semaines. C'est un choix. Ça peut être un peu plus long. Dans notre cas, on s'est même rendu compte que 4 semaines, c'était trop long. Donc, pour vous dire à quel point les modifications, les changements peuvent arriver. Je vous donne un petit exemple. Coca, aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires au niveau de nos applications mobiles. Si on n'avait pas été agile, c'est quelque chose qu'on aurait raté clairement. C'est un exemple. En fait, on voit dans ce schéma aussi qu'on a des rôles qui sont très précis. Donc, les rôles sont définis. On a un Product Owner, on a un Scrum Master, on a une équipe de projet, et puis on a les stakeholders, ça peut être le client, et puis on a toutes les personnes qui sont inhérentes en fait, au projet. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, chaque rôle est défini, donc chaque rôle, c'est exactement ce qu'il va faire et quelle autorité il a sur son rôle. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En fait, comme je le montre, comme on le voit sur ce schéma, donc on a du rythme. Pourquoi du rythme? Parce qu'en fait, tous les matins, on fait un daily meeting, qu'il soit digital ou qu'il soit physique, il y a un daily meeting. On dit qu'est-ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement, on ne va pas plus loin. Autre point qui est bien, c'est qu'en fait, on fait des démarrages de sprints, on fait des revues de sprint à la fin du sprint après 2 semaines. Et là, on peut faire venir le client, on peut faire venir les stakeholders, etc. etc. L'avantage de cette fin de sprint, c'est qu'en fait, on va prendre du feedback et on est en fait en amélioration continue. Donc, on va se poser des questions. On va dire, OK, mais qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais? Ce n'est pas le chef qui va dire ou qui va taper sur l'équipe pour dire, vous n'avez pas fait du bon job. C'est l'équipe ensemble qui va dire, mais comment on peut faire pour nous améliorer pour que le prochain sprint, on n'ait pas ce genre de problème. Donc, voilà, donc on crée du rythme, on crée de la communication, on crée de la transparence. Et c'est ça que ce schéma, en fait, représente. On peut sans autre passer à la prochaine slide. Je vais essayer d'aller vite. Donc là, vous remarquez en fait sur cette slide-là, on a l'avant et l'après. C'est d'un point de vue organisationnel au niveau des projets. Donc on voit qu'avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des équipes qui étaient tout à fait, voilà, elles étaient isolées. Et puis on se rendait compte qu'il n'y avait pas du tout de communication transversale. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on n'est pas du tout encore à l'étape de l'oïco avec de l'oïcocratie,
En tout cas, dans le terme de projet, on a cet avantage aujourd'hui qu'on a des product owners, qu'on a des scrum masters, qu'on a des équipes projet. Et puis, en fait, toutes ces personnes, en fait, elles ont le même rôle dans chaque équipe et elles se coordonnent. Donc, du coup, ça crée la transparence. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fin de sprint, en fait, on mélange les équipes, on mélange les rôles pour être sûr qu'en fait, le message y passe. On peut sans autre passer à la prochaine slide. Merci. Donc effectivement, nous, on était prêts parce que on a des outils qui sont faits pour ça, parce qu'on a toujours poussé au home office, on a toujours poussé à la transparence. Donc ces outils nous ont permis en fait d'être agiles et donc en fait, on a toujours, en fait, pas tout le monde peut voir en fait, d'un point de vue digital ou d'un point de vue physique. Donc évidemment, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on le vit seulement au niveau digital. En fait, on peut voir ce qui est en progress, qu'est-ce qui est en to-do, qu'est-ce qui est done, qu'est-ce qui est fait, etc., etc. C'est les équipes qui estiment leur temps de travail et ce n'est pas le responsable qui estime le temps de travail. L'avantage des équipes, en fait, c'est qu'elles font ça ensemble avec un jeu de cartes. Et c'est très sympa parce qu'au final, ça challenge. On s'est rendu compte qu'une fois, une personne va dire « Ah ben moi, ça va me prendre un jour », l'autre va dire « Ça va me prendre 5 jours ». Ce n'est pas parce qu'un est plus mauvais que l'autre, mais peut-être parce qu'ils n'ont juste simplement pas la bonne compréhension de la demande. Donc, encore une fois, ça pousse à être beaucoup plus précis. En fait, je le disais tout à l'heure, mais l'amélioration continue, pour nous, elle est vraiment hyper importante. Et cette façon de penser qu'on doit rester itératif. Toujours penser par incrément. On fait des petits bouts par petits bouts et on construit comme ça. Vous allez voir aussi tout à l'heure. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? Nous aussi, on en souffre. Ça a été, je ne peux vraiment pas dire que ça a été facile, parce qu'évidemment, on a dû mettre une task force en place, on a une logistique, on a énormément d'enjeux. Mais par contre, moi, je vais vous parler d'un point de vue vraiment projet, encore une fois. Donc, ne pensez pas que tout était rose, mais d'un point de vue projet, ça s'est très, très bien passé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on était prêts. C'est-à-dire qu'en fait, on a mobilisé la team, on a créé en fait ce pôle, on a des pôles en fait avec des étiquettes. Un des pôles étant pôle innovation. Comme le disait très justement Christophe, on a des KPI. Ce pôle innovation s'est mobilisé. On a développé cette plateforme qui s'appelle Direct, qui aide en fait les petits commerçants en à peu près 2 semaines. Le vrai avantage, c'est qu'on a développé cette plateforme, mais qu'en fait, on n'a pas du tout cassé notre roadmap puisqu'on n'en a pas. Donc, ça faisait partie intégrante de nos projets parce qu'à ce moment-là, précis, une priorité. L'agilité, on avait déjà nos meetings du matin, on avait déjà nos rétro-reviews, on avait déjà en fait nos sprints, on avait déjà les outils, on avait déjà les conf calls. Donc en fait, tout ça, on n'a pas eu besoin de vivre. Donc on a gagné énormément de temps en efficience et en réactivité. Cette intelligence collective, elle s'est ressentie, c'était vraiment hyper puissant parce qu'encore une fois, on a tous ces rôles dans chaque équipe. Donc du moment qu'on parle avec un product owner, il peut parler avec tous les autres product owners. Donc en fait, le message circule très très bien. On a évidemment respecté l'outil, donc les rôles et puis qui décide de quoi. Et puis effectivement, on avait tous un seul et même objectif commun, c'était de terminer notre sprint. Donc un petit point que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a aussi des notes morales. Ça veut dire qu'en fin de sprint, pour toutes les équipes de Coca, on va mettre des notes morales pour dire où on se situe. On sent tout de suite, en fait, si on est plutôt à 2 ou 3, qu'il y a un vrai problème, on doit agir. Et si on est plutôt dans les 8, 9, 10, on sent qu'en fait, les équipes vont se... Je crois qu'il y a un enfant qui est d'accord avec moi. Slide. Voilà, donc direct, en fait, on a pris on a pour habitude de travailler on appelle ça un skateboard, on peut appeler ça un MVP, un minimum viable product. Pour nous, c'est le skateboard. Donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui est vital? Les entreprises, elles cherchent quoi aujourd'hui? Donc, en fait, on a diminué le scope, diminué, et on a fait, en fait, au plus simple pour être au plus vite. En fait, on a très bien fait, on le voit aujourd'hui, parce que vraiment, les commerçants sont super heureux, et les consommateurs aussi. En fait, cette réflexion, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 semaines, on se rend déjà bien compte que ce qu'on avait comme idée de départ préconçue est complètement fausse, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ou les commerçants nous disent « Ah, mais non, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. » Donc, on prend du feedback, mais du vrai feedback. Encore une fois, on croit savoir, mais sans vraiment savoir. Donc, cette technique de vie en termes d'agilité est très, très importante. On peut passer, je crois qu'il y a encore une slide.
Donc voilà, pour résumer donc, les quelques points, comme on dit, je voulais te dire, la transparence, très important, le respect, le moins c'est mieux, de lancer vite euh, pour construire un peu plus, de faire confiance en l'intelligence collective, ça moi j'y crois tellement, puis on le voit, enfin, je veux dire, on en a la preuve même. Et puis en fait, cette agilité, ces outils, le fait de ne pas avoir de roadmap, de ne pas casser en fait tout le business, nous a permis en fait de pouvoir lancer un projet qui n'était pas du tout anticipé en l'espace de 2 semaines, voire 3 semaines. Donc je finirai par ceci. Et puis toutes vos questions sont les bienvenues. Merci pour votre compréhension. Merci, cher Johan, merci pour tes mots. On se réjouit là, la table ronde après, là, pouvoir confronter tout ça avec nos amis du public. Peut-être on va passer tout de suite à Anne-Sophie d'Aprotech. Et c'était d'accord, Anne-Sophie, de te découvrir. Anne-Sophie, Volontiers. voilà, toi, tu as une vision un petit peu différente de l'agilité. En tout cas, tu en avais une avant, tu en as une maintenant. Donc, on se réjouit de t'entendre et aussi d'entendre parler d'une entreprise, évidemment, qui est un petit peu moins dans le monde digital, peut-être que le sont Loico et Coca, mais de par vos produits même, hein, tu vas nous présenter rapidement. Anne-Sophie, c'est à toi. Absolument, merci. Donc du coup, moi, je suis la directrice générale d'Aprotech, une entreprise familiale qui est à la 3e génération. Donc autant vous dire qu'on n'est pas vraiment une entreprise des années 2000 où en fait, on est très agile. On a dû s'y mettre. Qu'est-ce que l'on fait? L'image de la sortie de secours verte résume grandement notre business. On les fabrique, on les vend et on maintient des éclairages de secours ainsi que des défibrillateurs. Donc, vous voyez des produits très tangibles, très concrets. Nous avons 70 collaborateurs, dont une très, très grande partie sur le terrain, nos techniciens. On est principalement sur le marché suisse. Notre siège est à Carouge et nous avons des bureaux à Fribourg. Et puis, depuis toujours, on se fait un point d'honneur de soutenir les jeunes sportifs et les artistes. Mais ce qui est très important à retenir pour la suite de ma présentation, c'est que voilà, on est très peu dans le digital, on est beaucoup sur le terrain avec un produit très tangible, une sortie de secours. Voilà, donc comment on était avant le Covid-19, comment on était organisé? Donc, on avait une structure très rigide, c'est-à-dire des horaires fixes, une importance d'être physiquement au bureau. Nos techniciens passent chaque semaine, on a des réunions hebdomadaires le lundi. C'est vraiment très sur la présence, dû aussi à l'histoire de l'entreprise. C'est la 3e génération. On était bien entendu très peu préparés au télétravail, vous le verrez tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu plus comment on a fait pour s'y mettre. Peu préparé au côté administratif et commercial pour ce télétravail, non seulement au niveau de la mentalité, ça n'a jamais vraiment été quelque chose qu'on a poussé dans l'entreprise, aussi au niveau du matériel. Vous verrez après, j'ai fait une photo de nos bureaux. En fait, aujourd'hui, il n'y a presque plus d'ordinateurs dans les bureaux parce qu'on n'avait pas de portable. Du coup, les collaborateurs sont partis avec l'ordinateur sous le bras. Et puis également au niveau des processus, et ça sera un point positif que je vous dirai après. On avait par contre le point positif, c'est que nos techniciens avaient déjà un iPad pour aller sur les terrains, c'était très, très digitalisé. Par contre, voilà, ils viennent quand même au bureau, les rapports sont en papier, de nouveau, pas très digital. Donc voilà, si on fait un point de avant Covid-19, on est une entreprise, j'ai mis un éléphant en photo, stable, solide, mais très peu souple et très peu flexible. Alors tout d'un coup, le coronavirus arrive, on a des refus de nos techniciens pour aller chez les clients, il y a la fermeture des chantiers, des restaurants, des hôtels, enfin vraiment c'est la cata pour nous, on perd énormément de business. Il y a une chute quasi totale de ce dernier en quelques jours. Et là, bienvenue en gestion de crise, l'éléphant va devoir mettre des patins à roulettes et un casque parce qu'il va falloir devenir quand même un peu plus agile et ceci très rapidement. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, la priorité, et encore aujourd'hui, bien entendu, c'est la santé de nos collaborateurs et la continuité du business. Alors, immédiatement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé le télétravail, qui a été un challenge pour nous, et j'y reviendrai tout à l'heure. On a fait des demandes de chômage partiel parce que nos techniciens ne pouvaient plus travailler, les chantiers se sont fermés, enfin, voilà, chute du business.
On a bien entendu communiqué à nos clients comment on allait s'y prendre, si les bureaux restaient ouverts, comment on allait continuer le business. Et puis, j'ai désiré que les bureaux restent ouverts avec bien sûr le respect des normes d'hygiène et de sécurité. On a dû changer des habitudes qui étaient extrêmement ancrées depuis 3 générations. On a donc pris une nouvelle façon de communiquer en interne via FaceTime, via Skype, Zoom. Bon, je dois vous dire que certains collaborateurs avaient 60 ans, donc ont toujours 60 ans, mais ce n'était pas évident de leur expliquer, par exemple, FaceTime ou Skype, ils ne coupent pas le micro, enfin, voilà, toutes des petites anecdotes, mais finalement, ils s'y sont mis. Et puis, bah, évidemment, des horaires beaucoup plus libres. On ne demande plus aux gens de venir à 7h30, de refaire leurs horaires, c'est beaucoup plus libre, bien entendu, avec le télétravail. Alors, les challenges, évidemment, ça a été le déploiement du télétravail. Au niveau des mentalités, parce qu'on était vraiment, mon père qui avait l'entreprise avant, le télétravail pour lui, c'est quelque chose d'inconsidérable. C'est pas possible, en fait. Il comprend toujours pas ce que c'est aujourd'hui. Au niveau du matériel, vous voyez, il y a une photo en haut à droite. Je vous ai mis nos bureaux. En fait, il n'y a plus d'ordinateur dessus parce que les collaborateurs sont partis avec sous le bras à la maison. Et puis également, on a dû, et ça c'est vraiment le point positif, simplifier nos processus. En fait, tout bêtement, pour la facturation ou pour une offre, les offres s'imprimaient, elles étaient validées. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, on a été obligé, avec ce télétravail, de vraiment simplifier ces processus. Alors, on n'a pas tout simplifié, on est en train de le faire, mais c'est vraiment un point positif. Et puis, il a aussi fallu, c'était un challenge de maintenir l'ambiance dans l'entreprise. Parce que, comme je vous le disais avant, c'est vraiment sur la présence, on voit nos collaborateurs, c'est sympa, entreprise familiale. Et puis, ça a été le plus gros challenge, de garder ces liens qu'on avait. Et puis, c'est vrai que la plupart de nos collaborateurs sont un peu, disons, des 50 et plus. Et du coup, comme je vous disais, FaceTime, Zoom, Teams, c'était compliqué pour eux. Ça l'est moins ou ça l'est plus aujourd'hui. Hein. Donc, on a décidé de garder nos bureaux ouverts. Donc, les gens peuvent venir. On ne conseille pas qu'ils viennent, mais s'ils veulent venir croiser 2-3 personnes, collaborateurs, ils peuvent tout à fait. Et on a aussi dû les laisser ouverts parce qu'on a des documents qui doivent s'imprimer et on n'a pas le choix. On ne va pas encore mettre des imprimantes chez tous les collaborateurs. On n'y arrive pas. Donc, voilà, pour l'instant, on a été obligé de le faire. Moi, j'envoie des emails hebdomadaires à tous mes collaborateurs en disant comment s'est passée la semaine, où on va, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'envoie aussi des vidéos. J'ai trouvé ce mode sympa de communication pour les remercier, pour les encourager. On a également un appro-blog, c'est un blog de l'entreprise. Et puis, je prends le temps aussi de téléphoner à chacun personnellement pour vraiment maintenir ce lien. Et comme je vous dis, on n'était tellement pas habitués à ce télétravail, à ne pas se voir. C'est un moyen que j'ai trouvé aussi pour les rassurer, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de craintes par rapport à ça. Voilà, on peut prendre le prochain slide, ça va être vraiment les 3 points qui ressortent de mon exposé que j'ai envie que vous reteniez. Tout d'abord, l'éléphant, il peut complètement mettre des patins à roulettes sans tomber. On peut, et il faut y croire, mais je veux dire, ces entreprises qui sont là depuis très longtemps, qui étaient peu digitalisées, eh bien, on peut complètement s'y mettre. C'est pas facile, mais on y arrive et mes collaborateurs qui comprenaient rien à FaceTime maintenant, ils arrivent super bien. Le point 2, c'est qu'il faut oser changer des habitudes ancrées qui sont là depuis de nombreuses années. Parce que finalement, on était vraiment très sur le présentéisme, les horaires. Et en fait, on voit, et comme l'ont dit précédemment les conférenciers, on voit que si on fait confiance aux gens, déjà, ils se sentent mieux, plus satisfaits et ce n'est pas pour ça qu'ils travaillent moins, au contraire. Et puis, le point 3, l'identification des faiblesses. C'est vrai que moi, je suis très positive. Donc, de chaque crise, je suis sûre qu'on peut tirer plein d'idées et plein de choses. Et nous, vraiment, ce qu'on va retenir et ce qu'on est en train de travailler pour améliorer, ce sont la simplification des processus et le fait qu'il n'y ait pas à valider une offre 10 fois. Enfin, voilà, qu'on puisse y aller. Donc, cette simplification de processus qu'on a été obligé de faire, c'est vraiment quelque chose de très positif. Voilà, donc je vous ai
un peu dit ce que je pensais. De nouveau, on a un peu de temps. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'était un plaisir de partager. Voilà. Merci Anne-Sophie, merci aussi pour ta transparence, c'est super chouette, quoi. C'est vraiment important qu'on ait quelque chose de, voilà, aussi un récit de quelqu'un qui a vécu ça un petit peu comme une vraie crise et puis qui a dû retomber sur ses pattes, sur ses patins à roulettes comme tu l'as dit. J'ai passé maintenant la parole à Alexandra qui va nous mener, qui va nous piloter, comme elle a l'habitude, cette table ronde de main de maître, pas de fer mais de maître, avec évidemment Anne, Sophie, Johan et moi-même qui vont répondre. Nous allons arrêter du coup le partage d'écran, ce qui va vous permettre aussi, vous, le cas échéant, d'intervenir. Donc je rappelle que pour intervenir sur la table ronde, alors, il y a des questions là qui viennent d'être posées. Donc il y en a une que Grégory vient de poser. Donc voilà, on peut commencer par ça. Après, Alexandra, je te laisse aller avec tes questions et tes réponses. Et puis vous, spectateurs, attentifs, vous pouvez lever la main pour poser les vôtres en direct pour que ça soit un petit peu vivant. Voilà, Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par poser une question qui était la mienne et par chance, je vois qu'il n'y a pas que moi qui l'avais. La question s'adresse à Madame Blaisy. Au fond, les méthodes que vous avez mises en place, elles sont deux ordres. Il y a ce qui est de l'ordre de la relation avec le collaborateur et puis il y a les processus. Est-ce que dans les deux cas, moins de formulaires ou AproBlog, est-ce que ce sont des choses que vous allez poursuivre? Absolument. La simplification des processus, alors ça, moi, je trouve ça extraordinaire. On allège la structure et c'est vraiment grâce à ça qu'on s'est rendu compte. Comme je vous ai dit, l'entreprise a plus de 60 ans et en fait, ça s'est construit. Et ça nous a permis, cette crise, de se rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qu'on pouvait faire beaucoup plus simplement. Donc, les processus, c'est sûr, et là, on en est très content. C'est un long travail, mais en tout cas, on va continuer à le faire. Et puis, la relation avec les collaborateurs via FaceTime, Zoom ou les appels, oui, ça, c'est vrai que c'est chouette. Après, ça va, je pense, diminuer parce que les collaborateurs reviendront dans les locaux. Mais c'est sûr que c'est sympa. Les petites vidéos et tout, ils adorent. Donc, ça, je retiens. Moi, j'aimerais poser maintenant une question à Johan. Je n'ai pas très bien compris la méthode Scrum. Vous l'utilisez depuis combien de temps? Je pense que ça va faire 6 ans maintenant. D'accord. Et donc, l'efficacité qu'elle vous a donnée pour vous ajuster, enfin pour répondre à la crise, est-ce que c'est une efficacité que vous avez constatée de manière constante sur les 6 ans? Parce qu'en vous entendant, j'avais l'impression que finalement, la crise nous oblige tous dans nos entreprises à répondre extrêmement vite, à comprendre les problèmes vite et à parer au plus pressé. Parce que quand vous avez dit, par exemple, qu'il faut identifier le minimum vital dans le service, ça, c'est typiquement un réflexe de crise. Exactement. Vous avez tout à fait. On est en train de perdre En Morge. fait, l'agilité. Vous m'entendez? Ok. C'est bon. On vous a retrouvé. Ok, je disais, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement ça. En fait, on a l'impression que nous, en découpant, en prenant toujours la priorité, depuis 6 ans, en fait, c'est comme ça qu'on réagit. Donc, pour nous, ça fait partie de notre routine. Alors maintenant, évidemment, hein, c'est plus grande échelle parce que tout Coca a été impacté et pas que la partie projet. Donc, c'était beaucoup plus complexe, on est d'accord. Et surtout que ça touche à la santé des gens, donc c'est très délicat. Mais si je prends vraiment d'un point de vue projet, encore une fois, hein, je parle vraiment que des projets, à ce niveau-là, pour nous, ça n'a pas changé nos habitudes, effectivement. Ça n'a pas changé nos habitudes. Donc, maintenant, peut-être qu'une chose aussi, on parle d'agilité, tout le monde parle d'agilité, de digital, mais c'est pour les startups. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça, je pense. C'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit. Elles sont vraiment prêtes à faire face à ce genre de problème, mais ce n'est pas toujours le cas. Merci. Christophe, j'ai maintenant quelque chose pour toi. On a bien compris le rôle de l'autorité de rôle, justement. Pour que ce soit alors, il y a l'autorité de fonction. Si quelqu'un a un rôle à remplir, par la force des choses, on l'écoute, mais il y a aussi l'autorité morale. Or, l'autorité morale, elle vient de tes compétences.
ce qui suppose bien qu'à un moment donné, quelqu'un dans l'organisation doit dire, toi, Christophe, je te reconnais telle compétence et si tu me dis que dans le domaine que tu gères, il faut faire A, je suis d'accord de faire A. Alors ça c'est rigolo ta question, parce que c'est vrai, quand on a mis en place la leucocratie, nous, ça nous a pris environ une année de travail et de workshop, et on a vraiment impliqué les leucomètres dans la création du modèle. Et puis quand on a parlé de ces rôles, de l'attribution des rôles, au tout début, en fait, dans l'équipe test, on a mis en place une équipe test qui jouait en fait la leucocratie avant qu'elle soit mise en place. Eh bien, on avait, les rôles étaient mis sur la table. Donc, on disait, OK, dans une équipe, quelqu'un avait pris ce rôle de designer des rôles, puis il les mettait sur la table. Et puis, du coup, prenait les rôles qu'il voulait, quoi. Donc, du coup, en fait, on avait cette problématique des fois que les talents n'étaient pas forcément en équation avec les rôles qui étaient pris. Et puis, puis moi, je me souviens toujours d'une séance où il y a un collègue qui prend un rôle, puis tous les autres collègues qui font ah non, pas lui pour ça. Ouais. Puis après, du coup, il faut lui dire que c'est pas lui qui doit prendre ce rôle. Et, ça. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un rôle qui s'appelle en holacratie, le premier lien, dont on l'appelle le coordinateur, qui est en fait un rôle d'attribution des rôles. Et ce coordinateur d'équipe, qui est en fait le leader, il a deux responsabilités liées à son rôle. Il doit tirer l'équipe vers la raison d'être, donc ce motivateur, ce catalyseur, et puis il attribue les rôles, parce qu'on considère qu'un bon leader est quelqu'un qui a également la capacité de reconnaître les talents et donc de rattribuer les bons rôles. Parce qu'évidemment, et tu l'as dit, c'est hyper important, quoi. C'est comme ça que le système fonctionne. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller solliciter des rôles qu'on aimerait. Mais il faut aller vers la bonne personne. Ah, mais j'aimerais bien prendre ce rôle. Il y a même des rôles chez nous qu'on a dupliqués parce que finalement c'était cool que deux personnes aient ce rôle-là, il n'y a pas de problème. Et puis donc, parce que les gens les voulaient. Et ça permet aussi pour quelqu'un de beaucoup plus rapidement avoir accès à des fonctions pas des fonctions, mais à des autorités que dans une entreprise traditionnelle, il y aurait peut-être après 15 ou 20 ans dans la boîte, parce que pour décider un recrutement, souvent dans une boîte traditionnelle, il faut 10, 15 ou 20 ans. Une question qui est assez intéressante, qui fait le lien avec le séminaire précédent, j'allais dire la semaine dernière, non, la semaine dernière c'était Pâques, et qui s'adresse spécialement à Protec. Comment les personnes en RHT ont été intégrées à la nouvelle façon de travailler? C'est-à-dire comment ils l'ont pris, ou bien je ne comprends pas très bien. D'abord, est-ce que vous avez sollicité des mesures de réduction de l'horaire de travail? Et puis, si oui, comment est-ce que vous avez traité ces personnes? Tout à fait. Alors, on a dû absolument faire des demandes de chômage partiel parce que nos techniciens, donc c'est environ la moitié de l'entreprise, ne pouvaient plus aller chez les clients. Donc, on a pris vraiment tout basiquement, on a pris l'organigramme, on a fait par département et par équipe qui allait être au chômage partiel et on a défini les taux. Et après, il y a eu énormément de communication auprès des collaborateurs parce que rien que le terme chômage, il est vraiment effrayant. Donc, on a pris chaque collaborateur, on a vraiment pris du temps sur la communication, expliquer pourquoi on prenait ces mesures, que évidemment, ça n'allait pas durer ad vitam aeternam, mais qu'on était obligé de les prendre. Et chaque semaine, c'est aussi pour ça que je disais que je faisais beaucoup de communication pour rassurer ces collaborateurs qui sont au chômage, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent chez eux, à plus devoir travailler. C'est très difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de venir sur le terrain tous les jours. Donc, si je résume, donc on a pris l'organigramme, on a décidé au niveau de la direction quel taux on allait mettre chacun au chômage partiel. Et puis après, avec chacun d'entre eux, on a eu une discussion pour expliquer et qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà. Christophe, tu as évoqué tout à l'heure le management à la confiance. Je ne crois pas que tu aies utilisé le mot management, mais confiance en tout cas. J'ai une question horrible de métrique. Est-ce que tu as mesuré le pourcentage de personnes qui, à un moment ou un autre, ont trompé ta confiance ou la confiance de l'organisation? Salaud. Non, je demande un pourcentage, je ne demande pas des noms.
Non, non, mais c'est très intéressant, ça, parce que c'est souvent, effectivement, quand on parle justement de suppression de la hiérarchie, il y a souvent cette idée, en fait, qu'on va voir, bah, s'il n'y a pas de chef, les gens vont tirer au flanc, pour pas, pour pas dire un autre mot. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que c'est le contraire qui se passait. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens, vous les rendez autonomes, et surtout que toutes les équipes sont autonomes, vous devez gérer le problème inverse, et nous, ce problème inverse, on l'a appelé tribunal populaire, quoi. C'est qu'en fait, les gens qui ont commencé à faire pas tout à fait juste, ou qu'il arrive des fois, on est un peu moins performant, vu que du coup, les gens qui sont à côté de vous voient bien que vous n'êtes pas très performant et ils le savent parce qu'ils font le même travail que vous, et ben nous, on a eu des trucs, enfin, moi j'ai vraiment détesté, hein, mais des séances de lynchage, hein, donc, qui n'étaient pas des lynchages méchants. Donc les gens avaient le sourire, mais quand même, quand vous avez 8 personnes autour de la table qui vous disent que vous n'avez pas fait tout à fait juste, c'est pas génial. Et donc, je pense, dans une organisation telle que la nôtre, où on répartit le pouvoir sur les gens, le risque n'est pas que les gens tirent au flanc, mais le risque, c'est que soit les gens se fassent un peu mobés par les autres. Et ça, on l'a accompagné en accompagnant notamment les coordinateurs sur le leadership bienveillant, et puis comment est-ce que lorsqu'on a, et tous les collaborateurs après, ça c'est encore un truc qu'on doit développer, mais comment est-ce qu'on dit quelque chose à quelqu'un de manière bienveillante, simplement, et en one-to-one, etc., etc. Mais pour les gens qui n'avaient jamais eu l'habitude de donner de feedback ou d'avoir ce rôle peut-être de management avant, ben, quand les portes se sont ouvertes, ben, des fois, il y a des trucs comme ça qui sont passés. Donc ça, c'est clairement un risque identifié et puis qu'on est toujours en train de traiter aujourd'hui. Donc on n'a pas le risque, on a le risque inverse finalement. On a que les gens soient trop, on leur met trop la pression par les équipes que le contraire. J'aimerais que tu conserves la parole quelques instants. Une participante te pose une question sur la répartition du rôle, si ça se base sur des cartes de délégation power ou délégation poker. Alors moi, ce que j'ai tagué cette question en disant que je vais répondre en direct, simplement parce que j'aimerais bien je ne sais pas ce que c'est en fait. Alors, je ne sais pas si d'autres intervenants peuvent me dire ce que c'est, puis si vous ne savez pas, est-ce que du Je suis coup, rassurée que tu ne saches pas parce que moi, je n'avais pas compris non plus. Roberta, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous donne la main juste pour nous l'expliquer, du coup, comme ça, tac. Voilà, il faut juste activer votre micro, du coup. On vous a donné la possibilité de le faire, sauf erreur, mais il faut encore activer votre micro. Je suis là. Voilà, Vous bienvenue m'entendez? Roberta, bonjour. On vous entend. Oui, voilà. Donc, c'est dans les méthodes agiles. C'est justement une méthode pour distribuer les rôles. Et donc, D'accord, ok. je me demandais si vous avez utilisé ces cartes. C'est un peu comme un jeu, mais je crois il y a 7 rôles. Donc, je me demandais si vous aviez utilisé Eh cette ben non, méthode. eh ben, on l'a pas utilisé. Par contre, on va le noter puis on va se renseigner alors. Merci beaucoup pour le hint. De rien. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. On va lire ça avec attention. Une question pour tous les trois. Est-ce que vous avez intégré vos clients en langage moderne, on appelle, qui sont parmi vos stakeholders, aux réorganisations liées à la crise? Pas pour notre part. On l'a fait dans le cadre de mise en place de nouveaux services, typiquement. On le fait même assez souvent. D'ailleurs, ça doit devenir une bonne pratique, mais pas dans le cadre de cette crise, non. Je ne sais pas si mes co-répondants ont un truc plus malin à dire que moi. Pour ma part, comme on a des sites qui sont communautaires, donc les gens peuvent intervenir, on a eu énormément de sollicitations par rapport à la logistique. euh, Je perds de nouveau. On vous a perdu. C'est Morge. C'est Morge, hein, c'est ça. Ouais, ça va mieux? Ah, c'est bon là, super. C'était juste pour, effectivement, on écoute nos clients, c'est nos clients qui nous ont donné des demandes de modification. On a enlevé les colis contre signature, par exemple, donc des choses comme ça. Mais, et effectivement, par rapport à Direct, on a pris un panel en fait de commerçants et on les a questionnés pour savoir un petit peu quels étaient leurs besoins, leurs attentes. Donc du coup, ça nous a aidé effectivement à mettre le projet en place et d'être sûr qu'on répondait à un réel besoin. Merci. Pour Madame Blazy? Pour notre part, non. Je pense qu'ils verront après que ça ira encore plus vite, justement, parce qu'on aura simplifié nos processus. Mais pour nos clients, ce qu'on a fait, c'est uniquement cette communication en disant que voilà, nos bureaux restaient ouverts, que nous, on était là malgré en télétravail, mais pas plus que ça, non.
Est-ce que vous avez eu un retour de vos clients? Est-ce qu'on vous a dit « Ah, merci beaucoup de l'information, c'est sympa de rester ouvert ». Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, oui, parce que je pense aussi qu'étant dans la sécurité, il y a tout, ça doit marcher. Je veux dire, c'est normé, c'est légalisé. Au niveau de l'éclairage de secours, il faut que ça fonctionne. Donc, nous, on devait montrer à nos clients que on n'était pas fermé, qu'on avait une permanence. Et ça a été très apprécié. Ouais. Mais c'était via un email et par le téléphone pour certains gros clients également. Nous, on a eu pas mal de feedback de clients aussi, vu qu'on gère quand même des fonctions de support qui sont assez stratégiques pour l'entreprise, notamment le paiement des salaires. On a des clients qui ont dû fermer pendant depuis le début de cette crise. Et du coup, ils nous ont dit, mais si on n'avait pas sous-traité ça chez vous, on n'aurait pas su comment faire. J'ai eu 5 fois le même feedback. Parce que ils n'étaient pas structurés justement de manière aussi digitale que nous et donc ils n'avaient pas la possibilité de continuer à travailler sans être dans les bureaux. Voilà. Donc c'est des feedbacks sympas qu'on a reçus et jusqu'à aujourd'hui, alors touch wood, mais on n'a pas de clients qui nous ont dit qu'ils avaient eu une baisse de qualité de service ou ça, donc les gens sont plutôt contents pour l'instant. Comment est-ce que, ça c'est pour chacun de vous, comment est-ce que vous imaginez par l'organisation agile ou par les opérations agiles gérer le déconfinement? Parce que d'une certaine manière, il me semble qu'il y a plus d'incertitude sur la sortie de crise que sur l'entrée, parce qu'on saute dans une crise à pieds joints, puis il y a des dates avec des décisions qui tombent. Puis la sortie, ça paraît beaucoup plus fumeux. Est-ce que vous y avez déjà pensé? J'imagine que oui. Et à quoi avez-vous qu'est-ce que vous avez déjà prévu ou imaginé? Je vais commencer par Madame Blaisy. Oui, alors comme vous dites, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on est rentré en confinement, c'était très clair en fait ces règles. Et puis maintenant, c'est un petit peu plus flou. Alors nous, vraiment, on a deux parties de l'entreprise. On a les techniciens qui vont sur le terrain et puis les bureaux, tous les gens de l'administration. Les gens, les techniciens, où là, je vous disais, on a quand même un devoir légal pour aller contrôler nos installations. Beaucoup de clients, suite aux annonces de la Confédération, nous ont appelés pour dire « Ah, mais est-ce que vous pourriez revenir ?» etc. Donc, petit à petit, le business revient aussi. Les techniciens, ça fait maintenant 3 semaines qu'ils sont à la maison, ils sont aussi contents d'y retourner. Donc, pour ce côté-là de l'entreprise, ça reprend gentiment. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de… Ça se fait de semaine en semaine, c'est assez facile. Pour tout ce qui est de l'administration, c'est plus compliqué parce que de nouveau, on est dans des locaux, il va y avoir du monde. Donc, actuellement, je n'ai pas encore… Je fais des communications chaque semaine. Pour l'instant, je n'ai pas communiqué qu'il y aurait un retour dans les bureaux de tous les collaborateurs. Pour l'instant, on reste en télétravail. Pour les semaines ou les jours, parce que justement, c'est un peu flou, donc, mais pour les semaines ou les jours à venir, il y aura des tournus des équipes afin qu'il n'y ait pas trop de monde dans les bureaux. Et puis, après, j'espère que voilà, tout le monde reviendra, mais garder une touche de télétravail, parce que je trouve pas mal. Voilà. Et de simplification administrative. C'est sûr. Monsieur De Blair? Oui, alors pour notre part, on a deux niveaux. Au niveau, on est en train de réfléchir justement, évidemment par rapport à l'équipe, tout le personnel. Donc, on a cette chance, c'est qu'on peut tous travailler à part la logistique. Mais la logistique aujourd'hui, c'est vraiment, on a mis toutes les niveau sécurité, au niveau hygiène, etc. Donc ça, c'est en place, donc ça tourne. Donc, on n'est pas trop stressé au niveau du retour au bureau, si j'ose dire, parce qu'en fait, le 80% des équipes travaillent en home office, donc c'est pas trop un problème. On a cette chance, effectivement, c'est qu'on est, encore une fois, on reste agile, donc on a une task force tous les matins, informer des news, etc., etc. On commande des masques en fonction, voilà. Mais par contre, effectivement, pour le projet direct, qui pour nous est très, très important, c'est que c'est un énorme impact pour le commerçant. Et aujourd'hui, le commerçant qui va rouvrir, évidemment, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on peut acheter des dons ou des bons. C'est différent si c'est fermé ou ouvert. Ce n'est pas la même compensation aussi si c'est des dons ou des bons. Donc là, en fait, on est en train de préparer ce déconfinement, si j'ose dire, pour être prêt en fait, à donner la possibilité aux commerçants de pouvoir avoir cette possibilité de faire de dons à bons, de bons à dons, etc.
Mais effectivement, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que ça reste encore un peu flou. On n'a pas toutes les réponses. Euh, Deuxième point, on anticipe aussi au niveau des bureaux pour faire tout un nettoyage d'hygiène, etc. Surtout pour les parents en fait, qui ont des enfants et puis qui auraient besoin. C'est notre priorité en fait. C'est surtout les parents qui ont des enfants, quoi. Alors nous, de notre côté, très très rapidement, parce que je ne Donc, vais pas rallonger cette réponse-là, mais nous, donc moi j'ai le rôle de lead crise. Hein. Donc moi, le 25 février, lorsque le premier cas est arrivé en Suisse, j'ai activé une cellule de crise, et cette cellule de crise, elle s'est enrichie avec différents rôles au fur et à mesure que la crise avançait. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes dans cette cellule de crise qui est intégrée dans un groupe Teams. Et puis, groupe Teams a décidé aujourd'hui que nos bureaux allaient rester fermés jusqu'au 11 mai. Deuxième étape annoncée par le Conseil fédéral, en sachant qu'on n'a pas, nous, un besoin. Voilà, enfin, on travaille quasiment à 100% correctement à la maison, si ce n'est ces pratiques de nouveau des enfants. Donc, voilà, donc pour l'instant, on a juste dit on fait rien, enfin, on change rien jusqu'au 11 mai. Et puis, on a l'équipe Talent, qui est notre équipe un peu RH, qui s'occupe de travailler maintenant sur les mesures d'hygiène à prendre lorsque les gens reviendront dans les bureaux le 11 mai. Voilà, on en est pour l'instant, on n'est pas plus loin que ça. Pour Monsieur Debler, un participant demande ce qu'il en est des 2 millions d'aides aux entreprises qui ont été données par vos partenaires. Qu'en est-il de la distribution? oui, je m'excuse, c'était pas forcément pour y répondre en direct, mais je suis pas très bon au niveau digital. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Eh bien, Effectivement, c'est pas grave, vous allez répondre quand même. c'est très bien. Alors oui, hein, c'est déjà le cas en fait. Donc nous, on va jusqu'à hauteur de 2 millions. Hein, donc c'est l'idée. Donc 20% qui sont pour les commerçants, 10% pour le consommateur. Et puis en fait, ce qu'on doit faire pour les bons, on attend que le commerçant nous dise qu'il a été utilisé. Et nous, en fait, presque tous les jours, l'équipe finance fait des transactions. Donc on y va vraiment au fil de l'eau. On n'attend pas à la fin pour verser en fait le montant. Donc ça se fait au fil de l'eau. Merci beaucoup. Je vois que nous avons passablement dépassé l'heure de fin du séminaire, mais j'aimerais poser une dernière question à chacun de vous. En fait, c'est la même question. Chacun de vous, si vous ne deviez retenir qu'un seul enseignement en termes d'organisation ou d'opération de cette crise, quel serait-il? Je peux commencer. Ouais. Moi, vraiment, ce que je retiendrai de cette crise, c'est mon image d'éléphant qui met les patins en roulette. C'est-à-dire que même si on est une entreprise qui a 60, 100 ou 200 ans et qui a des structures rigides et puis que c'était l'entreprise du grand-père, c'est possible de foncer et de prendre, d'alléger les processus, de faire du télétravail. Tout ça, c'est possible. Et le mot que alors oui, agilité, mais surtout flexibilité. Moi, je suis certaine que toutes les entreprises, finalement, elles peuvent être flexibles. Monsieur Debler? Oui, alors pour nous, ouais, je vais dire un peu la même chose, mais globalement, je pense que surtout la confiance. Pour moi, c'est ça, je pense, le point le plus important. Un peu vous m'entendez? Non, c'est bon. Ouais, je disais la confiance. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est clairement ça. Et en fait, on le remarque, hein, quelqu'un qui est à la maison, il ne faut pas croire qu'il ne travaille pas. Et justement, bien au contraire, il sera d'autant plus motivé, il se sentira concerné, mais pour ça, on doit lui donner la confiance, on doit être transparent. Et aujourd'hui, nous, on communique les chiffres, on communique la réalité des choses, on dit la vérité, on n'essaie pas de cacher aux équipes ce qui se passe. Et les gens, ils prennent leurs responsabilités, et pour ça, c'est génial. Je pense qu'on va en sortir tous grandis. Christophe? Alors, je réponds peut-être en deux temps. Le premier interne, c'est que d'abord, nous, ça nous a vraiment conforté dans la voie qu'on avait suivie de confiance, d'agilité, etc., puisque c'est quand même assez génial quand vous vous retrouvez après 2 semaines de crise et vous faites le point. On a fait un point avec tout le monde. En même temps, on était justement 100 sur un Teams comme ça de chez Loico, de se rendre compte que tout le monde travaille à la maison, que les clients sont bien servis, que les gens conservent le sourire, parce que de pouvoir quand même avoir une vie active dans ces conditions-là, c'est quand même assez bien en tant que collaborateur aussi. Et donc, pour moi, c'était vraiment un enseignement. C'est que vraiment, on a pris la bonne voie.
et tous ces différents traits de confiance, de travail à domicile, ça vont évidemment après la crise, à mon avis, être encore… les gens typiquement qui avaient moins l'habitude de travailler en télétravail, on en avait peut-être en 20% chez nous, bah là ils ont pris l'habitude et puis du coup après bah, certainement qu'ils en profiteront beaucoup plus et ça c'est tant mieux pour ce qui restera. Et puis mon deuxième point il est plus macro, je pense que certains connaissent mes convictions mais en termes de durabilité, mais on a vu qu'on pouvait changer, on a vu qu'on pouvait consommer différemment, plus local, être plus près des artisans. Le projet direct de Coca est juste magnifique en ce sens-là. On a vu que des entrepreneurs pouvaient s'entraider pour faire des choses ensemble. On a vu que on avait un CO2 dans certaines régions qui diminuait de manière drastique. Et puis gardons tout ça pour après, puis relançons pas un financement à l'économie tout azimut sans tenir compte des enjeux environnementaux et sociaux parce que ça serait mauvais, quoi. Et enfin, on n'aurait pas réussi à tirer ce qu'on va tirer de cette crise, je pense. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a vu. Alors, il y a des drames humains, il y a des drames familiaux, il y a des drames d'entreprises qui vont devoir fermer, évidemment. Mais d'un autre côté, on a vu tellement d'indicateurs positifs sur les éléments que j'ai évoqués que c'est ça que j'aimerais garder, moi, de cette crise. Merci beaucoup. Je propose de garder la parole pour clôturer ici ce séminaire et annoncer le prochain. Tu peux, avec grand plaisir même. Je vais repartager mon écran, comme ça tu vas voir les prochaines dates, vous allez voir les prochaines dates qui apparaissent normalement. Si tout se passe bien, voilà. Et tu peux clôturer, Alexandra. Oh ben, écoute, merci beaucoup. Voilà, que vous dire. J'espère que vous avez profité et tiré quelques enseignements intéressants. Évidemment, sur 1 heure, ce ne sont que des pistes. Je pense que les uns et les autres seront ravis de répondre à des questions, même ultérieurement. Le 28 avril, nous allons repartir dans des choses un peu dures et causer de gros sous parce qu'évidemment, comme beaucoup d'associations économiques l'ont relevé, les aides aux entreprises sous forme de prêts, c'est évidemment nécessaire dans l'urgence. Par contre, il faut, c'est au fond un endettement, même à taux zéro. Donc, comment bien gérer ces questions d'endettement et de trésorerie, ça sera le sujet du webinaire du 28 avril. Et puis, le 5 mai, on va parler de motivation, du maintien de la flamme. Alors, en confinement ou en période de probable déconfinement, pour autant que ce soit confirmé par le Conseil fédéral. Christophe se réjouissait que davantage de personnes aient pris l'habitude du télétravail. Il y a aussi la question des collaborateurs qui sont moins confortables pour des questions d'équipement, de place, de travailler à la maison. Et quand ils sont contraints de passer une plus grande partie du temps à la maison pour travailler, comment est-ce que ça se passe, comment fait-on? Il y a les questions physiques, matérielles, et puis il y a les questions, je dirais, psychologiques. Chez moi, je sais qu'on m'a dit, j'avais l'habitude que la maison, c'était pour les loisirs et le repos, le bureau pour le travail. Maintenant, les deux sont mixés et il faut ajuster son esprit. Donc, voilà ce qui sera traité dans le webinaire du 5 mai. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir partagé votre expérience. Merci à Loïco pour la mise en place de cette série, pour la préparation des slides et tout ça, ainsi que pour le jingle de début de séminaire. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à Au revoir, merci à tous. merci. Et le replay de ce séminaire sera disponible sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci.